Malgré ce qu'on pourrait croire, non, créer du contenu n'est pas la seule manière de trouver des clients aujourd'hui. Il en existe bien d'autres et c'est évidemment ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Bienvenue et j'espère que vous êtes prêts. Alors oui, créer du contenu est une super manière de trouver des clients, de se faire connaître, etc. Je peux pas dire le contraire. Aujourd'hui, 80% de mes clients viennent de ma création de contenu, que ce soit le podcast, les vidéos YouTube, le compte Instagram ou autre. Par contre, c'est pas la bonne solution pour tout le monde et peut-être même que de votre côté, vous n'aimez pas créer du contenu. Parce qu'il y a la question de ne pas pouvoir le faire, mais aussi la question de ne pas avoir envie de le faire, tout simplement. Et c'est déjà une raison suffisamment légitime en elle-même pour ne pas que vous ayez besoin de vous forcer. Là où on a l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde dit que il faut créer du contenu pour arriver à trouver des clients et que si on ne crée pas de contenu, ça ne pourra pas fonctionner pour nous. Alors qu'au final, je pense que certaines personnes oublient parfois de prendre en compte un élément. Cet élément, c'est que on est tous un petit peu en consanguinité dans notre microsystème avec les entrepreneurs, les freelances, les solopreneurs qui créent du contenu sur Internet. Il y a ceux qui créent, il y a ceux qui consomment, il y a ceux qui créent et qui consomment. Mais n'oublions pas que je pense, alors je n'ai aucun chiffre officiel, mais à la louche, nous sommes peut-être seulement 30% des entrepreneurs sur le marché. J'ai dans mon réseau d'amis, dans ma famille aussi, des personnes qui travaillent à leur compte et qui n'ont jamais touché un seul compte LinkedIn ou Instagram de toute leur vie, qui n'ont jamais créé un seul contenu et ne sauraient même pas comment faire et pourtant qui fonctionnent extrêmement bien en tant que freelance parce qu'ils passent par d'autres moyens pour trouver des clients. Donc, aujourd'hui, l'idée pour nous est d'aller explorer tout ça. Cet épisode est fait pour vous si vous faites partie de cette team qui ne s'est jamais vraiment reconnue dans le il faut créer du contenu et que ça ne vous intéresse pas ou que ça ne vous fait pas envie. Et cet épisode est également fait pour vous si aujourd'hui, comme moi, vous créez du contenu, vous adorez ça, mais vous cherchez peut-être à diversifier votre acquisition, à ne pas vous reposer que sur la création de contenu pour trouver des nouveaux clients, mais ajouter de nouvelles cordes à votre arc. Au final, j'ai identifié 7 manières différentes de trouver des clients sans créer de contenu. La première, et je pense que c'est peut-être la première qui vous est venue à l'esprit, donc beaucoup d'entre vous ne seront pas surpris de l'entendre, commençons avec le plus simple, c'est la prospection, le fait de démarcher directement vos clients. Vous pouvez tout à fait être visible, remarqué par vos clients en un seul clic et ça s'appelle un email de démarchage. Alors certes, je sais que je caricature un petit peu à l'extrême ce qu'est la prospection, je sais que c'est pas aussi simple que ça demande de la recherche, ça demande de rédiger un bon message, ça demande une stratégie derrière, ça fait peur aussi, souvent il y a de gros blocages mindset, mais on va pas se mentir, VS la création de contenu, la prospection est parfois beaucoup plus directe et peut générer des résultats beaucoup plus rapidement. Donc pour chacune des stratégies que je vais aborder avec vous aujourd'hui, je vous ai fait une petite liste avec les avantages et les inconvénients. Comme ça, vous faites votre shopping et vous vous dites quelle est la solution dont les inconvénients ne me paraissent pas vraiment être des inconvénients. Par exemple, pour la création de contenu, alors on n'est pas là pour parler de ça, donc forcément ça prend du temps, c'est très énergivore, mais aussi ça peut mettre du temps à produire des résultats. Pour moi, Aline, personnellement, je m'en fiche que ça me prenne du temps parce que j'adore créer du contenu et j'ai pas d'enjeu sur le fait que j'ai besoin d'avoir des résultats immédiatement, c'est-à-dire dans les prochains jours avec ma création de contenu. Donc revenons au démarchage et à la prospection. Les avantages, c'est que c'est gratuit, c'est direct, c'est rapide et c'est simple. Alors simple ne veut pas dire facile, simple veut dire simple. C'est quelque chose quand même qui est rudement efficace. Par contre, les inconvénients, c'est qu'on a beaucoup de freins mindset autour de la prospection. On a peur de déranger, on a peur de se prendre un bâche, on a peur d'être rejeté, on a peur de faire une bourde et souvent on se met des obstacles soi-même dans notre tête pour nous empêcher de prospecter. Ensuite, la prospection, l'autre gros inconvénient, c'est que ça nous demande d'en maîtriser un petit peu les codes parce qu'évidemment, on ne va pas envoyer un message au premier venu en leur disant «Fais-moi travailler s'il te plaît, j'ai besoin d'argent». Ça ne fonctionnera jamais. Par contre, je sais que ça peut être assez simple et même assez fun de se former sur la prospection. Il existe aujourd'hui beaucoup de ressources gratuites pour le faire. Pour ceux qui en chercheraient, je vous conseille l'excellent podcast qui s'appelle Vendre, juste le verbe vendre, animé par Michael Aguilar, qui est un conférencier d'exception que j'aime beaucoup. Le podcast, il a arrêté d'être alimenté il y a quelques années de ça. Par contre, les épisodes qui sont en ligne sont déjà de vraies pépites. C'est des épisodes qui s'adressent plutôt à des commerciaux de grosses boîtes. Par contre, ils nous donnent des astuces de vente, de prospection, de démarchage et même ça nous coach sur notre mindset quant à la prospection et c'est des pépites. Donc je vous conseille ce podcast pour tous d'entre vous qui voudraient aller se frotter à la prospection par envie de challenge ou même juste par nécessité. Notre deuxième stratégie pour vendre sans avoir besoin de créer du contenu, c'est tout ce qui est l'affiliation, la recommandation, l'apport d'affaires qui je trouve sont parfois délaissés dans nos systèmes d'entrepreneurs en ligne, de prestataires de services, etc. Alors que pourtant ça peut extrêmement bien fonctionner. Non, l'affiliation n'est pas réservée que à des codes promo pour des produits physiques, ça n'est pas non plus réservé que à des formations en ligne ou des outils web marketing.
coaching, on peut aussi s'en servir entre entrepreneurs. Ça s'appelle de l'apport d'affaires tout simplement. L'exemple tout simple que je peux vous donner pour ça, c'est qu'aujourd'hui, je sais que je ne fais plus de coaching individuel malheureusement parce que je n'ai pas le temps. Mon temps est entièrement dédié à manager mon équipe, manager mes élèves dans mes différents programmes, créer du contenu pour les différents réseaux sociaux et ensuite me consacrer aussi à la stratégie, à la croissance de mes différentes entreprises. Donc aujourd'hui, je n'ai plus le temps et je serais une mauvaise coach que de dire je fais encore du coaching en individuel parce que j'ai pas la bande passante à dédier à ça. Donc ce que j'ai fait, plutôt que de refuser à chaque fois des personnes qui me réclament du coaching individuel et de leur dire bah non, désolé pour toi, je peux rien faire, bye. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarché des coachs qui proposent du coaching en individuel que j'aime beaucoup, avec qui j'avais déjà une relation d'amitié et des relations professionnelles aussi. Et je leur ai dit bah voilà, moi j'ai plein de gens que je peux t'envoyer. Toi, je suis sûre que tu as besoin de nouveaux clients. Est-ce que ça te dirait qu'on mette en place un contrat d'apport d'affaires? Ce qui fait que quand je leur envoie des clients, tout simplement à l'oral, etc., je dis juste à la personne, dis que tu viens de ma part. Donc pour cette personne-là, ça reste, on va dire, un facteur social de légitimité supplémentaire de dire: «Je viens de la part de». Si le contrat est signé derrière, je gagne une toute petite commission sur le devis et le montant global du coaching qui a été signé. Et ça, cette stratégie d'apport d'affaires, c'est quelque chose qui peut être extrêmement simple à mettre en place. Vous avez juste besoin d'un contrat signé entre l'autre entrepreneur et vous-même, de vous mettre d'accord sur un montant, un pourcentage, une commission et ensuite d'avoir entre vous un système de suivi et ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc si aujourd'hui, vous savez que vous laissez passer des clients parce que plus le temps, pas la bande passante ou peut-être pas la bonne personne pour les accompagner, si en face de vous, vous avez des personnes qui peuvent être complémentaires à vous, par exemple une naturopathe qui pourrait très bien faire un apport d'affaires avec une spécialiste du sommeil, si à un moment il y a des synergies communes qui se créent, l'apport d'affaires peut être une manière super simple à mettre en place, soit pour augmenter un petit peu ses revenus grâce aux commissions, soit pour acquérir des nouveaux clients qui viendraient de la recommandation de quelqu'un d'autre. J'en arrive à la troisième manière de vendre sans avoir besoin de créer du contenu, ce sont les marketplaces. Les marketplaces, elles sont décriées depuis plusieurs années, c'est tout ce qu'on appelle Malt, Upwork, Fiverr, etc. Et je suis d'accord qu'il y a un petit peu à boire et à manger là-dedans. Et on a un petit peu cette croyance, cette perception que en étant sur une marketplace, on va forcément avoir des clients qui veulent pas payer cher, qui vont être relous, etc. C'est vrai et c'est pas vrai. Ça va dépendre de la marketplace, mais ça va aussi dépendre de vous, comment est-ce que vous filtrez, comment est-ce que vous vous présentez. Et désolé pour la comparaison et l'analogie, mais c'est un petit peu comme sur les applications de rencontres. Si dans votre profil, vous personnalisez pas vraiment votre profil, vous indiquez pas vraiment qui vous êtes, ce que vous recherchez, et que toutes les personnes qui vous contactent, vous vous sentez agressé par le fait que c'est pas le standard que vous attendiez de la part de cette plateforme, oui, vous allez trouver ça pourri. Par contre, si vous passez du temps à comprendre comment fonctionne l'algorithme de cette plateforme, à mettre précisément qui vous êtes, ce que vous faites, vos expertises, à apporter du soin à votre portfolio, vos photos en l'occurrence et autres et à filtrer aussi les demandes entrantes, c'est-à-dire à ne pas répondre ou à juste décliner les jobs, les missions, les propositions qui ne vous conviennent pas pour pouvoir attirer les meilleures propositions à vous, là, ça va vraiment fonctionner et encore une fois, je connais plusieurs personnes qui continuent à passer par Malte, entre autres et pour qui ça fonctionne très bien et même moi récemment, j'étais à la recherche d'un spécialiste sur Google Analytics 4 pour venir mettre en place certaines choses un petit peu techniques au sein du business où ni moi ni mon équipe n'avions le temps ou même l'expertise pointue pour le faire. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on allait directement sur Malte pour trouver des freelances qui étaient experts sur ce domaine précis et faire appel à eux pour une mission ponctuelle. Donc, marketplace, oui, juste il faut le faire de la bonne manière. Ensuite, j'en arrive à la quatrième manière de vendre sans avoir besoin de créer de contenu. Cette manière-là, elle est un petit peu spécifique, mais elle consiste à passer par un intégrateur. Un intégrateur, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme ou c'est une entreprise qui existe, qui va faire la relation entre vous et les clients. C'est un petit peu comme les marketplaces, mais c'est beaucoup plus pointu puisque vous avez un interlocuteur unique en face auprès de cet intégrateur-là, qui va être une personne, qui va être un petit peu un chargé de compte, qui va s'occuper de vous placer chez différents clients. Les intégrateurs sont hyper connus et surtout quasiment systématiquement présents lorsque vous travaillez avec des entreprises grands comptes. Par exemple, une entreprise comme L'Oréal, une entreprise comme Bouygues Télécom vont très rarement accepter des freelances en direct parce que leur processus pour être référencé auprès de leur comptabilité, de leur service de ressources humaines, de leur fonctionnement, c'est des processus qui sont tellement lourds pour pouvoir ensuite vous payer, être facturé avec tous les contrôles, toute la fiscalité, la compta qu'ils ont derrière, qui passent rarement en direct avec un freelance. J'ai pas dit jamais, mais j'ai dit rarement. Par contre, ce qu'ils font,
c'est qu'ils font appel à des intégrateurs. Les intégrateurs, ces fameuses entreprises dont je vous parle, et ils vont dire à cet intégrateur: OK, j'ai besoin d'un freelance qui soit spécialisé de migration data. J'ai besoin d'un data scientist. J'ai besoin d'un chargé de projet pour tel projet qui va durer 2 ou 3 ans. Et l'intégrateur va se charger de recruter la personne, proposer 2-3 CV de freelance d'indépendants et ensuite le client va pouvoir choisir. Les intégrateurs, vous en avez plein sur le marché. La plateforme la plus connue, c'est freelance.com. Vous en avez aussi d'autres comme Guru, Elance, Highway, Deal, sur lesquels vous pouvez vous faire référencer. L'avantage, c'est que vous avez quelqu'un qui trouve littéralement vos clients pour vous, donc c'est plutôt royal. L'inconvénient, c'est que les intégrateurs fonctionnent quand vous êtes plutôt en B2B, c'est-à-dire que vous offrez vos services à de très grosses entreprises, pas quand vous offrez vos services à de petites entreprises qui ne passent pas par ces intégrateurs-là. L'autre inconvénient, c'est que l'intégrateur se rémunère sur vous, c'est-à-dire qu'il va prendre un pourcentage de votre facture pour pouvoir se rémunérer. Alors, pas de panique, évidemment, il ne va pas grignoter votre chiffre d'affaires. Ce qu'il fait, c'est que généralement, il va vendre votre prestation un petit peu plus cher auprès de son client pour pouvoir y apposer sa marge. Par exemple, si vous êtes aujourd'hui prestataire, vous êtes data scientist et que votre taux journalier moyen est de 650 euros, on va dire 700 euros par jour, et bien peut-être que l'intégrateur va vous vendre et vous placer chez un client au tarif de 900 euros par jour. Donc le client va payer 900 euros par jour. Vous allez facturer 700 euros par jour et puis les 200 euros de marge vont aller dans la poche de l'intégrateur. Donc ça, souvent, ce sont des solutions qui sont assez peu exploitées, à part les freelances qui sont dans l'IT, dans la tech, où là, généralement, c'est le parcours classique quand on veut travailler avec un client. J'en arrive à la 5e manière de vendre sans avoir besoin de créer du contenu, c'est d'utiliser tout ce qui est le référencement local. Le référencement local, c'est principalement ce qu'on appelle la fiche d'établissement Google. Alors avant, ça s'appelait Google My Business. Aujourd'hui, c'est un peu changé. Ça s'appelle Google Business Profile en anglais. Et le terme français qui est très corporate et que je déteste, c'est fiche d'établissement Google. C'est ces fameux résultats que vous avez lorsque sur Google, vous faites une requête. Par exemple, vous cherchez un restaurant, un salon de coiffure, un coffee shop ou autre, et que vous avez le résultat qui apparaît en haut à droite sur la map avec les avis, etc. La fiche d'établissement Google, c'est le moyen parfait d'atterrir en premier résultat de recherche sur Google, d'être immédiatement visible et identifiable, même sans avoir de site internet, même sans être directement référencé auprès de Google. Alors évidemment, il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est pas que réservé au salon de coiffure, ça peut être aussi réservé si vous exercez une activité, mettons, en local, ou alors que vous avez envie de vous faire connaître localement sur votre domaine d'activité. Je pense notamment aux photographes, je pense aux prestataires de services qui vont avoir besoin de rencontrer leurs clients, comme par exemple des professeurs de musique et autres. Créer une fiche d'établissement sur Google, ça peut être parfait pour vous pour être référencé autrement qu'avec le SEO, autrement qu'avec un site internet et vous aider à trouver plus de clients. J'en arrive à ma 6e manière de trouver des clients sans avoir besoin de créer du contenu et on va parler de publicité sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que vous ne créez pas de contenu que vous n'avez pas le droit d'être présent sur les réseaux sociaux et la publicité peut être un choix, peut-être audacieux, mais un choix de le faire. C'est-à-dire que vous pouvez créer des visuels, créer par exemple des vidéos de vous, créer une promotion d'un petit produit, créer une promotion d'un lead magnet et uniquement la pousser en publicité auprès d'une audience cible que vous avez identifiée auparavant, qui est votre audience idéale, laisser l'algorithme faire sa magie et pouvoir directement entrer en contact avec les bonnes personnes. Après, ça mériterait un épisode de podcast en soi à part pour dire qui est-ce qu'on vise, comment on le fait, qu'est-ce qu'on propose, parce qu'on va pas vendre direct de but en blanc quelque chose à quelqu'un, parce que si la personne ne nous connaît pas, elle va pas forcément avoir envie d'acheter chez nous, mais pouvoir comprendre que la publicité n'est pas le mal incarné, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux gros business en ligne ou alors aux marques de e-commerce, mais quelque chose que chacun peut s'approprier avec sa technique, sa stratégie et ses objectifs derrière pour soit booster une présence en ligne que vous avez peut-être déjà aujourd'hui, ou alors pouvoir tout simplement en créer une là où vous n'en avez pas encore. Les avantages de la publicité, c'est que ça peut être très rapide et surtout très efficace si elles sont bien faites. Par contre, les inconvénients, c'est que c'est très technique, donc bien souvent on a besoin d'être accompagné de quelqu'un qui sait à minima gérer la technique derrière. Donc cette personne-là s'appelle un media buyer si jamais vous en recherchez, ou alors même de quelqu'un qui peut prendre en charge avec nous tout le côté créatif, c'est-à-dire créer les visuels et ou les vidéos, créer les textes, parce que c'est tout un art qui, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, doit s'apprendre, doit se maîtriser. On ne peut pas juste créer une publicité comme ça en claquant des doigts, comme on créerait un carrousel sur Instagram. J'aimerais vous dire que c'est aussi simple, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, avantage hyper efficace, inconvénient, on va dire que le coût d'entrée est assez élevé. Et en plus de ça, ça va vous obliger aussi à sortir un budget, même minime soit-il, ça reste quand même une barrière d'entrée assez élevée. Et enfin, on arrive à ma toute dernière manière de trouver des clients sans avoir besoin de créer du contenu, qui est peut-être ma préférée et qui est aussi un petit peu border par rapport à la promesse du titre de cet épisode de podcast.
Parce qu'on va parler de créer du contenu, mais sans vraiment créer du contenu. Cette stratégie-là, c'est celle que j'appelle le plan média, dont je vous parle très régulièrement sur cet épisode de podcast. Le plan média, c'est quoi? C'est que, à défaut de créer du contenu chez nous, on va aller créer du contenu chez les autres. Le plan média, c'est quand on est invité à faire, par exemple, une interview dans le podcast de quelqu'un d'autre. Quand on est invité à rédiger un article invité pour le blog de quelqu'un d'autre. Quand on est invité dans la vidéo sur la chaîne YouTube de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un crée un post sur Instagram ou sur un réseau social et nous identifie dedans, nous tag dedans, sur Instagram nous fait une demande de collaboration, etc. Bref, ce sont tous les contenus des autres personnes qui, elles, adorent créer du contenu, mais qui vont nous inclure à l'intérieur. Et le plan média, ça peut être une stratégie extrêmement puissante et maligne aussi pour les personnes qui ne sont pas contre créer du contenu, mais qui ont juste pas le temps ou pas envie d'y mettre énormément de temps et d'énergie, et juste se dire plutôt que de créer mon propre podcast, et si j'étais invitée sur 50 podcasts de mathématiques pour parler de mon expertise? Et si au lieu de créer ma chaîne YouTube et de devoir me coltiner une vidéo par semaine, et je sais déjà d'avance que ça va me saouler, et si j'étais plutôt invitée, que je collaborais dans les vidéos d'autres personnes? Et le plan média, la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est-à-dire que même une personne qui débute, même si vous, aujourd'hui, vous vous lancez, si vous êtes en train de vous dire: «Non mais moi je suis pas célèbre, pourquoi est-ce que les gens m'intervieweraient dans leur podcast?» et cetera. Bah, tout simplement parce que vous avez soit un parcours, une histoire à raconter et ou vous avez une expertise. Et il y a plein de personnes qui, même si vous n'êtes pas connu, ont besoin d'avoir votre expertise. Si je prends mon exemple, tout à l'heure, je vous parlais de quelqu'un qui potentiellement serait expert en sommeil. Peut-être qu'à un moment, j'aurais envie de créer un épisode de podcast sur l'importance du sommeil quand on est entrepreneur, comment être sûr de bien dormir la nuit, de ne pas avoir trop de charge mentale, trop d'insomnie, trop de réveil, comment prendre soin de son sommeil et donc de sa santé pour être plus performant dans son business. Ce serait un super épisode de podcast pour moi, sauf que bien évidemment, je n'ai pas du tout cette expertise pour vous en parler. Je ne sais pas comment faire pour avoir un bon sommeil. Je peux vous citer les quelques astuces que tout le monde a déjà lues en ligne ou autre, mais je ne suis absolument pas une experte là-dessus. Donc qu'est-ce que je vais faire potentiellement? Je vais aller chercher à ce moment-là un invité ou une invitée dont c'est l'expertise et qui pourrait venir en parler avec moi et donner ses recommandations, ses techniques, ses astuces, ses stratégies, etc. Et là, cette personne, je m'en fous qu'elle ait une grosse audience ou une petite audience. À partir du moment où elle a l'éloquence, à partir du moment où elle a le charisme, à partir du moment où elle a l'expertise aussi que je recherche, c'est bon, je peux la prendre sur le podcast. Donc, ne vous dites pas, ne commencez pas à croire que parce que vous n'avez pas d'audience, parce que vous n'avez pas beaucoup de clients, parce que vous n'êtes pas lancé depuis longtemps, vous ne pouvez pas avoir accès au plan média et au contenu des autres, au format des autres pour vous proposer. Et vous pouvez même être proactif de cette stratégie en envoyant déjà dès aujourd'hui, par exemple, des emails à des chaînes YouTube, à des influenceurs, à des podcasts, à des comptes Instagram, à des comptes LinkedIn de personnes et de proposer quelque chose en collaboration qui pourrait rendre service à tout le monde. Donc voilà les amis pour les 7 manières de vendre sans avoir besoin de créer du contenu. Il nous reste une dernière manière de vendre sans avoir besoin de créer de contenu et là on va parler de tout ce qui est réseautage, networking, etc. Beaucoup d'entrepreneurs et de freelance aujourd'hui, je vous l'ai dit en début d'épisode, ne sont pas présents aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ne créent pas du contenu et même là où nous, dans notre petit microcosme, on a l'impression que tout le monde est en train de se tirer la bourre sur Instagram ou LinkedIn pour avoir un petit peu de visibilité. N'oublions pas que 60 à 70 des freelances fonctionnent en dehors de notre microcosme et sont en train de trouver des clients et de vivre leur best life sans jamais avoir à créer un seul contenu. L'exemple parfait, l'incarnation parfaite de ça, c'est mon compagnon qui n'a jamais créé un post Instagram de sa vie et qui pourtant cartonne en tant que freelance, qui a toujours des missions et qui, avant même d'avoir terminé sa mission en cours, est déjà démarché pour les missions suivantes. Et ça se fait principalement sur le système de recommandation. Networking, réseau. Si vous pouvez vous constituer un réseau de pairs qui pourraient vous recommander, si un jour eux ne peuvent pas assurer une mission, ne peuvent pas accepter une opportunité, un réseau de professions complémentaires qui peuvent renvoyer des clients vers vous. Par exemple, si aujourd'hui vous êtes spécialiste dans le sommeil, d'avoir un réseau de médecins généralistes qui peuvent vous envoyer des clients qui vont avoir des problèmes de sommeil et où eux ne se sentiront pas peut-être outillés pour accompagner. Avoir aussi peut-être un événement de networking, de réseautage autour de vous pour pouvoir aller à la rencontre d'autres professionnels. Bref, la recommandation, ce n'est pas que les clients qui vous envoient d'autres clients. La recommandation, c'est aussi des pairs, des proches, des amis, de la famille, mais des collègues et des professions complémentaires à la vôtre qui vont pouvoir
vous ramener des clients et vous recommander aussi. Alors comment est-ce qu'on implémente ça? J'ai l'habitude de dire que dans 95 des cas des auditeurs de ce podcast, vous habitez dans une petite ville, un tout petit village, une grande ville, on s'en fiche, mais à moins de 50 kilomètres autour de chez vous, vous avez une grande ville ou une moyenne ville avec certainement soit un coworking qui organise des événements, soit la ville qui d'elle-même fait des initiatives pour soutenir l'entrepreneuriat local. Bref, il y a toujours des choses qui se passent, même des événements privés d'autres entrepreneurs qui aident les entrepreneurs à se connecter entre eux et qui aident la vie entrepreneuriale du coin à se développer. Cherchez ces événements-là. Allez-y, prenez l'habitude d'être toujours là, d'être la personne qu'on a l'habitude de croiser à ce genre d'événement. C'est comme ça que les gens vont vous identifier et parfois même sans avoir besoin de vous parler beaucoup, pourront vous recommander. Et pourquoi est-ce que les gens vont vous recommander à partir du moment où ils vous connaissent? Parce que quand quelqu'un vient voir un autre quelqu'un, par exemple, si aujourd'hui quelqu'un vient me voir en me disant: «Oh là là, j'ai trop du mal à dormir, je cherche, un expert du sommeil, mais j'en connais pas» et cetera. Si moi je ne connais qu'une seule personne, je vais la recommander parce que j'aurai la sensation de faire une action bénéfique pour cette personne qui est en train de me parler. Est-ce que la personne que je connais est la meilleure? Est-ce que la personne que je connais est celle que j'ai la plus envie de recommander? J'en sais rien, mais on va dire que le bénéfice pour moi d'être capable de recommander quelqu'un sur le moment à quelqu'un qui en a besoin est tel que je vais recommander la première personne qui me vient en tête. Soyez la première personne qui vient à la tête des gens qui vont potentiellement pouvoir vous recommander et tous les systèmes de networking, de réseautage, le fait d'être présent, d'être actif dans votre communauté entrepreneuriale aussi peut contribuer et peut mener à ça. Voilà les amis, pour toutes les manières de vous vendre sans avoir besoin de créer du contenu. Créer du contenu, c'est quand même cool, on va pas se mentir, moi j'adore, mais je peux comprendre et accepter que ce n'est pas le cas de tout le monde. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné aussi peut-être envie d'explorer de nouvelles pistes. J'ai hâte de le savoir, mais dites-le moi en commentaire, laquelle de ces stratégies vous parle le plus, vous donne le plus envie. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite. Bye tout le monde!